Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Heureux de vous savoir nombreux à regarder la matière d'information sur le canal d'info. C'est votre chaîne d'information internationale en continu. Au sommaire de l'actualité ce matin, nous allons parler du groupement interpatronal du Cameroun, JICAM, qui a tenu sa 121e assemblée générale il y a quelques jours, mais avec la grosse information qui est bien évidemment l'exclusion d'une cinquantaine d'entreprises parmi les 500 enregistrées dans ce groupement patronal. Nous parlerons aussi de la République centrafricaine avec les premiers résultats du référendum constitutionnel qui sont déjà connus. On parle du oui qu'il a emporté avec 89%. Le rapport de l'ONU, ça semble évidemment des agissements des casques bleus, nous intéressera également ce matin, tout comme ce référendum constitutionnel qui est organisé ce jour au Rwanda et qui permettra à Paul Kagame de briguer un autre mandat. En tout cas, il pourra être au pouvoir jusqu'en 2034 si les Rwandais le souhaitent bien. Nous parlerons aussi de la Côte d'Ivoire avec le report du procès des assassins du général Robert Gué. Voilà pour ce qui est donc de l'actualité et comme les traditions tous les matins. Elie Smith est là, bonjour. Bonjour Louis-Roger, bonjour Patrick Christian Lobo. Alors Patrick Christian Lobo, bonjour. Bonjour Louis-Roger, bonjour à Elie ainsi qu'à nos téléspectateurs. Alors on va parler du JICAM, du groupement interpatronal du Cameroun qui vient d'exclure de son registre, son catalogue, une cinquantaine d'entreprises qui certainement n'ont pas régularisé leurs cotisations. Certains sont tombés en faillite. Est-ce une bonne attitude ou alors il fallait peut-être voir comment développer d'autres stratégies pour remonter ces entreprises ou pour voir véritablement pourquoi ces entreprises-là n'ont pas pu tenir la route? Bah, écoutez, Louis-Roger, le JICAM qui est un des fleurons du patronat au Cameroun avec d'autres regroupements en fonction de ses audiences, a certainement des règles qui régissent l'appartenance des entreprises à ce regroupement ou l'adhésion. Et on sait aussi que le JICAM a à son intérieur, n'est-ce pas, des chambres de conciliation, d'arbitrage, déjà pour régler un certain nombre de litiges entre les membres, mais aussi pour réguler même la vie, parfois même accompagner ses membres dans un certain nombre de difficultés. Donc, si on en arrive à une exclusion comme celle-ci et qu'elle soit portée au grand jour, forcément que les étapes d'un processus de conciliation ou de règlement à l'amiable ont été séparées. Et malheureusement, pour garder sa crédibilité, il est bien important qu'un organisme comme le JICAM fasse preuve, peut-être pas de rigueur tout azimut, mais tout au moins de clairvoyance dans les règles qui régissent même son existence. Donc il me semble qu'au-delà d'un certain nombre de cas d'indiscipline qui peuvent être constatés, exclure un membre dans un regroupement comme celui-là qui détient aussi sa force par le nombre et le volume de l'adhésion à son mouvement, surtout dans un environnement concurrentiel où il y a d'autres regroupements où chacun entend faire parler sa voix au regard du poids et du volume d'entreprises qui participent à la vision de ce regroupement. Il me semble que c'est certainement une décision prise contre forcément la volonté du groupe, parce que l'objectif du JICAM est de fédérer le maximum possible d'entreprises. Donc certainement qu'il y a des situations qui ne pouvaient plus être tenues, même pour l'image du JICAM, et qui forcément amènent le groupement à se séparer d'un certain nombre d'entreprises. Alors, Elie, comment analysez-vous cette situation? Est-ce que c'est normal? On s'attendait à ce que le JICAM, qui est doté quand même de techniciens, qui tous les jours parlent de la performance des entreprises, qui amène les chefs d'entreprise à s'améliorer, que le JICAM puisse quand même essayer de voir, surtout pour ces entreprises qui ont fait faillite, comment se remettre en selle. Non, je crois que Christian Doba a en partie répondu ou entièrement. C'est une organisation patronale respectée et crédible qui a des règles pour les membres. Le problème est que pour la crédibilité des JICAM aussi, il faudra qu'elle ait à son sein des sociétés ou des entreprises fiables. On ne doit pas, ce n'est pas un parti politique ou un truc national où on manque sur les statistiques, parce que la réalité vous attrape rapidement. C'est pourquoi moi j'encourage M. André Fotso d'avoir pris la peine
pour exclure. Je ne pense pas que, avant de prendre la mesure d'exclusion, ils n'ont pas peut-être entrepris des négociations, des conseils pour les mettre à niveau. C'est ça. Et puis, c'est aussi une bonne chose parce que ce qui se passe avec beaucoup de sociétés africaines et camerounaises, c'est simple. Beaucoup d'entre eux disent qu'ils sont camerounais. Il n'y a pas de problème qu'il n'y a pas de Camerounais, il n'y a pas d'Africains dans le business. On s'adapte selon les normes internationales. Regardez par exemple, si Dampulo, et quoi c'est Mamadou Dampulo et Pokam Fomonier n'étaient pas des gens qui respectaient la règle internationale, eux ne devaient pas être dans le Forbes. Si par exemple Ali Dankote ne respectait pas les normes internationales, il ne devait pas être le plus riche africain. Donc il faudra que les Camerounais arrêtent ce problème. Une société a des règles, les trucs familiales. Oui, on ne refuse pas d'avoir les sociétés familiales, mais il faut que ça respecte. Donc moi, je trouve que M. Futso a très bien fait, André Futso, le patron de JICAM, et les autres, de exclure les brebis galeuses dans leur organisation. Et j'étais aussi content parce que j'ai vu même les discours que André Futso a fait m'a beaucoup plu. J'ai compris, voilà, un homme libéral, ce n'est pas un... Il peut peut-être avoir... Tout le monde a les affiliations politiques ou idéologiques. Quand il a dit que le Cameroun est 172e dans le classement Doing Business, ça n'augure pas bien. Et vous allez voir que les politiques vont venir vous raconter les histoires fallacieuses en disant que le Cameroun serait un pays émergent. Donc lui, comme il n'est pas un menteur, il n'est pas un politicien, il dit la vérité. On ne peut pas être 172e de Doing Business et aspirer à devenir pays émergent. Et pourtant, et puis, je crois que c'est notre collègue Kedjan qui a fait un bon papier. La croissance de la CEMAC, c'est à 3%. Et on est les derniers en termes de concurrence. Regardez de l'autre côté, un autre bloc économique de l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord-Est, dans l'Égypte jusqu'au Caire, qui a 600 millions de personnes. Ils sont plus entreprenants, plus compétitifs. Donc moi, je trouve que, pour répondre à votre question, je crois qu'avant de prendre les mesures qu'ils ont prises pour exclure ces 50 ou 45 sociétés, il y a des mesures au préalable qui ont été prises et c'est parce que ces sociétés sont récalcitrantes et d'autres même n'existent même plus déjà. C'est ça le problème. Voilà, ils sont tombés en faillite. Voilà. Merci pour ces premières clarifications au sujet de ces décisions prises par le groupement interpatronal du Cameroun, JICAM. Alors on va parler tout de suite de la République centrafricaine, Elie Smith, avec le résultat du référendum constitutionnel. On attendait ce résultat depuis. Il est certes vrai que les résultats arrivent encore, on procède encore des comptes des voix, mais le oui l'emporte déjà avec 89%, un taux de participation quand même discutable, hein, 30%. C'est bon? Pour moi, c'est déjà faux, parce qu'il y a une partie, d'abord la République de Logone, dont une partie n'ont pas voté. Même comme les diplomates là-bas sont partis faire le tourisme avec leurs avions et tout. Et puis donc, je pense que pour la République centrafricaine, ça me fait très mal, parce que c'est un beau pays, c'est un pays important. Une fois de plus, ce genre d'histoire qu'il y a une solidarité africaine, on a vu que c'est une fiction pure et simple, elle n'existe pas. S'il y avait une solidarité africaine, les pays de la sous-région devaient mouiller le maillot, prendre la Centrafrique comme eux-mêmes et tout faire pour qu'il y ait la paix en Centrafrique. Donc ce qui s'est passé là-bas, c'est déjà un faux départ qui commence avec les scores fleuve à la soviétique. Donc je ne donne aucun crédit à cela et ça décrédibilise les Nations Unies. Vous savez, les Nations Unies sont ici en Afrique, il y a regarde la République démocratique du Congo, ça ne marche pas. Il y a encore la honte des Nations Unies, c'est le cas du Sahara occidental, occupé par le Maroc en violation des droits internationaux depuis 1975. Les Nations Unies sont là, ils ne font rien. Ils le répètent encore en République centrafricaine. Pour moi, on a déjà beaucoup parlé de cette situation. On continue à parler quand même, mais la réalité est que c'est un faux départ. C'est un faux départ et, sauf l'intervention divine, je crois, peut peut-être sauver la République centrafricaine. Patrick Christian d'abord, Elie Smith qui nous fait comprendre ce matin que sauf une intervention divine, on ne pourra pas améliorer le taux de participation, même pour cette présidentielle qui est annoncée pour le 27 décembre. Mais déjà,
le résultat du oui est acceptable ou alors vous-même vous critiquez ces chiffres qui sont avancés? Oui, vous me permettez, Louis Roger, de dénouer ma gorge parce que cette question centrafricaine peut nous emporter dans un étouffement. Parce qu'à la fin, ça finit par nous laisser une dose de tristesse, en même de nous mettre profondément mal à l'aise. On a longtemps analysé et revu la question centrafricaine et vous voulez bien voir que dans le taux de participation annoncé ou les résultats provisoires jusqu'ici, il ne s'agit que de la capitale, de Bangui. Bangui n'est pas la République centrafricaine. Ce vaste territoire-là ne peut pas se résumer à des résultats qu'on donne issus de Bangui. On dit attendre jusqu'à ce matin les résultats qui viendraient des régions. Vous avez 90% de oui. Pour quel taux de participation? Honnêtement, on va relativiser ça quand on se rend compte que déjà il y a une problématique sur la crédibilité du nombre de potentiels votants, les électeurs enregistrés. Et puis, si malgré cette relativité sur le nombre, on a encore à peine 30% qui participent, on peut avoir 90% de 30%, mais ça représente quoi dans le potentiel des Centrafricains qui auraient dû s'exprimer? Voilà simplement le résultat de ces échéances électorales au forceps, autant ce référendum que cette élection présidentielle qui arrive, et qui donne vraisemblablement l'impression qu'on avait envie ou qu'on a envie de se débarrasser d'un collier encombrant après l'avoir spolié pendant pratiquement 2 années de transition, et dit que cette spoliation-là a commencé bien avant et depuis longtemps de la République centrafricaine jusqu'à lui valoir cette destinée désastreuse qui semble ne pas être décidée comme le bon Dieu, là je vais ramener à compte courant d'Élie, mais qui semble bel et bien programmée par ceux qui n'entendent pas laisser la RCA jouir des biens naturels qu'elle a reçus. Bien évidemment, au-delà de cette idée d'un complot permanent, il n'y a que la complicité des fils centrafricains est de mise là-dedans. Vous n'avez qu'à voir comment ils ont géré eux-mêmes dans la parcelle, même si elle est toute petite, de pouvoir qui leur a été transmis dans cette transition. Il faut voir comment ils ont géré cette parcelle dans une politique de combat fratricide, de dialogue exclusif, et finalement ramenant les rancœurs avec des exclusions des personnages clés qui auraient pu être quand même appelés à la table pour apaiser les tensions. Je vais revenir sur le cas de Bozizé, Noureddine Adam qui lui a déjà son logo. J'espère que ce ne sera pas joint au chari. Mais malheureusement, c'est le constat qu'on est obligé de faire. 90% de oui, 30% de participation à peine. Mais est-ce que la République centrafricaine peut aujourd'hui être réduite simplement à la capitale Bangui? Je crois que non. Et une fois de plus, il y a une responsabilité de ceux qui ont sécurisé et qui disent avoir sécurisé la République centrafricaine. On a vu la démonstration de force de la mission onusienne il y a 2 ou 3 jours avec un contingent qui s'est déporté dans le fief de Noureddine. Mais c'était pourquoi démontrer quoi? Le nombre de soldats et la masse monétaire que les Nations Unies dépensent en RCA depuis, où en est le résultat? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'une seule des multiples missions qui a été confiée à ce contingent des Nations Unies a été atteinte? Ouais, mais ils ont réussi une autre mission qui est celle de violer les jeunes centrafricaines. C'est d'ailleurs le rapport qui accable. Sauf que là, ce n'était pas écrit officiellement. Oui, c'était une mission officieuse, certainement. Comme toutes les missions qui sont officieuses. Alors, Elie Smith, ce rapport d'une institution indépendante qui tire à boulet rouge sur l'ONU et qui nous fait savoir également que l'ONU n'a rien foutu en République centrafricaine. Et pour preuve, ces soldats, au lieu d'aller maintenir la paix, on passe leur temps à sauter des jeunes centrafricaines. Et on parle bien évidemment des Français, des Équato-Guinéens et des Tchadiens dans ce rapport. Oui, ça ne me surprend pas. Regardez 20 ans de la présence des Nations Unies en République démocratique du Congo. On a vu ce que les Bangladeshis, les Népalais, tous ces forces des Nations Unies font en République démocratique du Congo. Ils sont en train de vendre les diamants. Et nous avions vu que, je donne un exemple, ça n'a rien à voir. Pour chasser M. Kunda et le M23, il a fallu qu'on forme une autre unité spéciale de 3000 hommes composée des Sud-Africains, des Tanzaniens pour venir à bout. Ça veut dire que les Nations Unies, pour moi, c'est quelque chose, je ne vais pas utiliser les mots de Charles de Gaulle, mais je ne la considère pas beaucoup.
Je vous donne l'exemple encore, le cas du Sahara occidental. Ça fait depuis 1975 que le Maroc viole les lois internationaux, elle occupe le Sahara occidental, persécute les Sahraouis comme à bon vouloir. Les Nations Unies ne disent rien. Donc pourquoi voulez-vous que les Nations Unies fassent quelque chose en République centrafricaine? Eux, ils sont là. Et puis les gens des Nations Unies aiment toujours, si vous les voyez, ils aiment toujours quand il y a les catégorisations, catégorie 4. Ça veut dire que c'est très sensible. On paye plus les employés qui sont là. Les enfants habitent, par exemple, soit, et la femme, ces enfants de ces employés habitent soit au Kenya ou à Londres, ou peut-être au Cameroun, et ils choisissent les zones un peu bien pour leurs enfants. Je crois que c'est une escroquerie internationale qui prospère parce que on dit c'est comme dans la corruption, s'il n'y a pas un corrompu, s'il n'y a pas de corrupteur, il n'y a pas de corrompu. Elle prospère tout simplement parce que les pays africains ou les organisations sous-régionaux africains sont des organisations incompétentes. Vous avez les leaders africains qui sont des jouisseurs, qui ne font rien, en particulier ici en Afrique centrale. Est-ce que vous trouvez normalement, le général Mokoko l'avait dit, que les pays de la CEMAC, on a élargi à la CEA comme on appelle, devaient contribuer en homme, en dehors de contribuer en homme, contribuer en termes financiers et faire une pression aux Nations Unies de mettre en pratique l'article 7, si je ne me trompe pas, qui veut dire qu'on peut aider les pays africains en termes de logistique, parce qu'on n'en a pas, on n'a pas honte à le dire, mais comme mettre les hommes sur le terrain. Est-ce que nous avions contribué assez? Non. Les gens, les apologistes du Cameroun vont dire oui, le Cameroun a donné 1500. Ce n'est pas assez. Le Cameroun, en tant que leader de la sous-région de la CEMAC, devait prêcher par l'exemple, mettre beaucoup d'hommes, mettre beaucoup de moyens sur le terrain, mais le Cameroun ne fait pas assez. La politique camerounaise en République centrafricaine n'est pas bonne, elle est isolationniste, on essaie un peu de faire le container, mais ça ne peut pas marcher. Donc, si les Nations Unies, le rapport là est juste, on peut les accuser comme on veut, c'est parce que nous-mêmes, comme M. Binji Dem dit, on donne le bâton pour être bien chicoté. Donc on ne va pas se plaindre, les Africains se plaignent trop, et puis ça me fait mal chaque jour Centrafrique. Et ça vous gonfle un tout petit peu? Oui, ça me gonfle. Alors, Patrick Ichan d'abord, vous n'êtes pas gonflé Non, moi je suis gonflé par le sort des Centrafricains. Je suis d'autant plus gonflé que oui, je suis d'accord avec M. Bindi, nous utilisons... nous offrons l'arme avec laquelle finalement nous sommes mis en difficulté dans cette situation-là. Mais je voudrais quand même qu'on s'entende un peu avec Elie sur la participation du Cameroun dans une crise comme celle de la République centrafricaine. Vous n'allez quand même pas demander au Cameroun d'envoyer un contingent alors que l'effectif de son armée déjà même est à avoir. Le Cameroun n'a quel effectif? Et il va sans dire qu'actuellement le Cameroun est engagé lui-même sur les fronts qui vraisemblablement... Avant le il faut reconnaître que la crise centrafricaine malheureusement coïncide, en tout cas l'ampleur de cette crise coïncide avec l'engagement du Cameroun dans la partie septentrionale. Et puis... Mais ce que veut dire, c'est qu'on peut encore recruter des hommes, non, mais recruter les et hommes, permettre à ce que si on passe peut-être de 15 000 à 20 000 hommes. Vous savez, c'est ce qui est arrivé à l'armée nigériane. Le temps de la formation d'un soldat, d'un officier, doit être conséquent. C'est parce que les soldats sont souvent mal formés que nous avons les questions de droits de l'homme bafouées dans les actions des soldats. C'est parce qu'on ne prend pas suffisamment du temps pour inculquer aux soldats un certain nombre de considérations sur la valeur. Quand ils sont formés à la gâchette, qu'on en arrive là, c'est pour ça. Quand vous voyez relativement le temps de formation d'un soldat dans l'armée nigériane et celui de formation d'un soldat dans l'armée camerounaise, il y a quand même un écart conséquent. Mais bien sûr, je vais dire d'abord, en termes de volume, non, il y a des exactions. Il y a des exactions, mais qui ne sont pas au même niveau. D'ailleurs, vous savez que c'est ce qui a valu le courroux contre l'armée sous le précédent président au Nigeria, Goodluck, parce que c'était exagéré. Et on a remonté à la filière pour savoir comment est-ce qu'un certain nombre de missions ou d'ordres étaient exécutés par l'armée nigériane. Mais ce que je vais dire, c'est qu'il y a d'abord le volume de la population. Il y a le contingent de nos armées. Et le danger, c'est vrai, c'est dans la structuration de nos armées. Est-ce qu'on a une vision globale qui va de manière progressive avec l'agrandissement du nombre dans l'armée? Ça, c'est une difficulté. Mais actuellement, on ne va pas densifier l'armée simplement parce qu'on va envoyer des hommes au front. C'est de la chair humaine qu'on envoie au front si ces hommes ne sont pas formés. Après, il faut répondre sur les différents
fronts dans lesquels le pays est engagé. Ce n'est pas évident. Et quand vous avez l'Afrique, regardez le nombre le contingent africain qui est présent en République centrafricaine. Le Cameroun, avant même que les Nations Unies n'envoient, avait déjà un contingent consistant. Il a renforcé encore. Si le Cameroun avait donné près de 1500 hommes et qu'il les renforcé après, vous n'allez pas dire que c'était... Le Cameroun a donné les mêmes quotas que les autres. Non, c'est pas vrai. Si, c'est pas vrai. Les statistiques. C'est pas vrai, Elie. Avant même l'engagement. En tout cas, vous n'êtes pas les ministres en charge de la défense. Avant l'engagement du Congo, le Cameroun était déjà sur le terrain avec un contingent. Nous parlons bien évidemment de ce rapport. Le rapport de ce rapport qui accable un peu l'ONU, qui n'a pas réussi sa mission en République centrafricaine. Il n'y a pas que... Il y a également ces démembrements, hein, le Haut Commissariat en charge des réfugiés, des droits de l'homme, autant pour moi. Il y a également l'UNICEF qui n'a pas véritablement réussi sa mission en République centrafricaine. Alors je voulais maintenant qu'on parle de l'ONU qui vient d'adopter l'une des résolutions dans son tout dernier conseil de sécurité pour essayer de tarir les sources de financement d'organisations État islamiques et en mettant l'accent évidemment sur le pétrole et les Smith. Oui, vous savez, les Nations Unies, c'est une organisation hypocrite. C'est à la solde des pays occidentaux qui ne sont pas aussi justes dans la manière de faire des trucs, de négocier ou mettre fin à une instabilité dans les zones de conflit. Si aujourd'hui l'État islamique est devenu la bête noire des pays occidentaux, c'est tout simplement parce que je crois que c'est un musicien camerounais qui a chanté ici que le chien que tu nourris te mord. Si l'État islamique si l'État islamique n'avait pas frappé les Occidentaux 2 ou 3 fois, rien ne devait arriver. Parce que quand les problèmes concernent les autres, c'est un peu comme dans les maladies qui attaquent les êtres humains. Quand c'est une maladie qui touche les pays pauvres ou les zones pauvres du monde, personne ne s'en fout. Mais quand ça commence à toucher les riches, on commence à se poser des questions. Donc c'est bien beau, les Nations Unies disent qu'on va maintenant voir la source, mais ça me fait mal que ça vienne par exemple de quelqu'un ou d'une zone que nous avions souvent regardé que c'est les violations des droits de l'homme, pays dictatoriaux comme la Russie, qui est particulièrement en crise économique, qui montre une leçon aux pays occidentaux, parce que il ne faudra pas de procédures, c'est très facile. On connaît qui sont les financiers de Al-Qaïda ou de l'État islamique. On ne doit même plus la cacher, ça vient du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Et là-bas, il y a quelques individus, il y a 25 personnes qu'on connaît qui sont les grands financiers, les philanthropes du terrorisme. Pourquoi ne pas les arrêter? Pourquoi ne pas faire ce qu'on donner leur nom pour qu'on sache? Non, dit tout ça, que les Nations Unies veulent rester quelque part, créer notre bureaucratie pour se payer beaucoup d'argent. C'est très facile. Donner ça peut-être à la Russie, on va en finir ça vite. On va en finir très vite. Alors, Patrick Issandor, pour les Smith, il faudrait que les noms soient rendus publics, ce qui est d'ailleurs impossible puisque ces mêmes personnes qui financent le terrorisme-là financent également certains États et choisissent même ceux-là qui vont diriger ces États. Mais vous avez touché là où il faut véritablement toucher, c'est-à-dire que l'implication de ces personnes supposées être financièrement les atouts du terrorisme se veut avec des connexions au niveau du sommet de ces États qui aujourd'hui clament leur volonté à vouloir éradiquer ou étouffer le terrorisme. Moi je pense qu'il y a dans cette situation, il y a que les Nations Unies souffrent du mal de la conception même de cette structure internationale. C'est vrai qu'après la Société des Nations est le premier cuisant échec de cette espèce de rassemblement qui avait suivi la Première Guerre mondiale. On disait des Nations Unies quelle était la forme corrigée de la Société des Nations pour un regard un peu plus vigilant et un peu plus juste, n'est-ce pas, de la gestion des questions internationales. Mais le parcours qu'on peut observer aujourd'hui des différentes questions que gèrent les Nations Unies aujourd'hui, on est bien obligé de constater que c'est toujours la justice des vainqueurs qui finalement se ressent dans les actes posés par les Nations Unies. Regardez vous-même la configuration du Conseil de sécurité, regardez les membres qui y font partie. On ne comprend pas pourquoi certains refusent même d'avoir l'accès d'un certain nombre de pays. Et un continent comme l'Afrique avec plus de 50 États se trouve à la traîne. Et pourtant, le centre du monde en termes de matière
première, en termes de ressources humaines, après l'Asie, l'Afrique le détient quand même. Les richesses qui sont exploitées dans l'Afrique et les conflits les plus patents même, pour quelques-uns, sont souvent décriés en Afrique, même si je reconnais la violence de certains conflits en Asie et en Amérique latine qui sont souvent cachés. Les cartels de drogue, on a la Colombie, on a l'Asie avec les Saints-Dragons et d'autres pays là-bas qui ont leurs conflits qu'on ne met souvent pas en exergue, comme on met les conflits de l'Afrique en exergue. Donc je veux dire que les Nations Unies sont un miroir dirigé par ceux qui ne veulent pas se faire voir. Alors c'est le miroir qui se dirige vers là où ils veulent faire voir et on oriente en fonction des intérêts. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse faire d'un rapport comme celui que les Nations Unies donnent aujourd'hui sur l'État islamique? Vous pensez que depuis longtemps, on ne voit pas quelles sont les tractations et les transactions d'argent qui émanent de l'État islamique? Qu'est-ce que vous croyez? Quand une ville comme Mossoul, avec sa manne pétrolière, a été prise depuis longtemps, qu'est-ce que vous croyez quand l'État islamique est en train de profaner, n'est-ce pas, les sites archéologiques, hein, les sites finalement protégés par l'UNESCO? Qu'est-ce que vous croyez quand on prend une bonne partie, et surtout les bases pétrolifères de la Syrie? Vous pensez que ce pétrole-là, il est gardé dans les cuves? Mais finalement, il se retrouve où? Mais il est vendu sur le marché. Et parfois même, il se retrouve dans les économies de ces États qui veulent asphyxier aujourd'hui l'État islamique. C'est bien beau de penser à asphyxier l'État islamique, mais je veux surtout croire qu'ils ont pensé aux compensations que la plus-value de l'État islamique apportée dans leurs économies. Ça, ce sera peut-être la deuxième phase. Alors, c'est quand même aussi surprenant parce que l'ONU, en principe, qui n'est pas l'ONU, comme quelqu'un, un célèbre comédien l'avait dit, que l'ONU qui est l'ONU. L'ONU n'est pas l'ONU. Ou alors que les gens ils vont à l'ONU. Bon, en tout cas, je voudrais qu'on poursuive avec cette matinale de l'information en parlant bien évidemment de cette autre résolution des Nations Unies. Ils sont partout pratiquement. Hier, c'était pour essayer d'amener les différentes factions en conflit en Libye, de fumer le camel de la paix. L'accord a été signé. Eli Smith, à peine signé, critiqué. Est-ce qu'il y aura un gouvernement d'union nationale dans les tout prochains jours comme souhaité? Ou alors c'est parce qu'on a peur que les djihadistes prennent les puits de pétrole du Libye pour essayer de racoler quelques morceaux, faire un peu de cosmétique pour montrer aux yeux du monde que l'ONU travaille? Bon, oui, je pense que vous avez en partie répondu. C'est une cosmétique et puis je crois on a vite fait à féliciter M. Martin Kobler. Mais la réalité est que je pense que les Nations Unies veulent quelqu'un, un interlocuteur pour utiliser, parce que je crois que bientôt ils vont commencer à faire des opérations militaires en Libye. Ils ont créé le désordre en Libye, une fois de plus, parce que bon, si Kadhafi était un homme sérieux, on ne devait pas voir tout ça. Mais je crois que c'est un dossier classé. Ils veulent semblant, parce que ça n'a pas marché. Comment le gouvernement de Tombrouk et celle de Tripoli vont se voir? Les gens qui ont deux idéologies différentes. Et les gens aussi financés par deux groupes de personnes différentes. Par exemple, je crois que les Tripolitains sont soutenus en partie par le Qatar, tout le monde sait. Bon, et puis maintenant, les gens qui sont du Tombrouk ont aussi une autre idéologie, ils disent qu'ils sont des nationalistes. Ça serait difficile. Ils sont allés réussir cette semblant de négociation au Maroc, un autre pays que les Nations Unies, par exemple, les Nations Unies doivent être un peu honnêtes. Quand ils partent au Maroc, un pays qui viole avec impunité les résolutions des Nations Unies. Parce que vous avez aussi les gens qui sont là-bas au Sahara occidental depuis longtemps, qu'on n'en parle pas. Donc pour moi, je trouve qu'ils ont fait, oui, pour les papiers c'est bon, pour les photos, mais c'est que les Nations Unies, je crois qu'ils veulent avoir un interlocuteur, que s'ils veulent faire une opération militaire en Libye, ça doit avoir une certaine présentation officielle. Voilà un peu ce que je pense. Certainement, pas le même avis pour Patrick Christian d'abord. Non, c'est clair. Vous savez, la première expérience de l'intervention de l'OTAN et des pays occidentaux en Libye a laissé ce goût amer qui vaut d'ailleurs la vigilance de la Russie actuellement sur le champ de bataille en Syrie. Il y a eu tromperie sur la marchandise avec cette résolution qui avait permis aux Nations Unies finalement d'ouvrir les vannes de l'intervention qui a au finish coûté la vie au défunt colonel Muammar Kadhafi. Donc dans cette logique-là, les Nations Unies veulent de nouveau intervenir. Cette fois-ci, ça n'est pas Kadhafi la cible, mais c'est l'État islamique qui menace les puits pétroliers
qui sont l'attrait numéro 1 des pays occidentaux en Libye, il faut le reconnaître. Tant que ces puits étaient exploités, on a l'impression, sans qu'il n'y ait le trouble fait que représente Daesh, on n'avait véritablement pas envie d'accélérer le processus de cette réconciliation qu'on veut tout azimut maintenant. Et on a laissé grandir les clivages, on a laissé grandir les oppositions entre fractions tribales et gouvernementales, entre parlements rivaux, Toubrouk d'un côté, si ce n'est pas finalement Tripoli qui s'en mêle aussi. Misrata avait à un moment donné son fief, si ce n'est pas Citre aussi le fief de Kadhafi. Donc on a laissé prospérer toutes ces dissensions parce que c'est dans ce désordre-là que l'exploitation de la manne pétrolière libyenne était beaucoup plus efficace. Maintenant, Daesh est une menace sérieuse. Il faut donc finalement avoir la légalité, tout au moins celle qui est acceptée aujourd'hui par les puissants de son côté. Et cette légalité-là, c'est une espèce de pilule qu'on force finalement la Libye à avaler. Et vous le voyez très bien, avant même sa signature, les contestations étaient déjà perceptibles. Ces contestations-là continuent et on se demande donc dans quelle mesure finalement cette question libyenne, à travers la signature d'un accord comme celui-là, va pouvoir trouver solution. Et j'ai bien envie de rejoindre Elie parce qu'on va constater que ça ne marche pas. On remettra tout, non plus sur les antagonismes tribaux libyens, mais sur la présence de Daesh. Et forcément, ça peut ouvrir la voie à une nécessité d'intervention. Et ce sera la lutte contre Daesh. Et forcément, on va présenter à la Russie, qui peut opposer son droit de veto, que là, il y a une nécessité de frapper Daesh. Et en allant frapper Daesh, finalement, c'est les intérêts de ceux qui veulent la manne pétrolière qui seront préservés. Encore le pétrole et tout le pétrole, source de guerre, de conflit, Elie Smith. Alors, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui penser à des énergies renouvelables, comme ce fut le cas pour la COP21, pour éviter quand même de revivre encore cette guerre dont la source évidente n'est autre que le pétrole? Oui, même si on fait venir ou si on introduit les énergies renouvelables, ça ne peut pas affecter ou changer les choses, parce que même les acteurs, ceux qui font la promotion de ces énergies renouvelables sont toujours les pays occidentaux. Nos pays en voie de développement ou africains font un peu de surplace, ne sont pas ingénieux à proposer d'autres choses, mais la solution viendra d'avoir des régimes responsables. Parce que quand il y a des régimes responsables, vous avez le soutien populaire. Ce n'est pas aussi la première fois que les Occidentaux font la même chose. Rappelez-vous, en Iran, 2 fois les Occidentaux ont intervenu là-bas, parce que les Occidentaux aiment des marionnettes. Un, c'était en 1953 pour renverser le gouverneur Mossadegh, et puis en 1979, quand on a fait venir le Mollah au pouvoir, aux dépens de celui qu'ils avaient d'abord mis le Shah de l'Iran. Donc, en Libye, c'est ça. Mais je voulais aussi apporter une petite clarification. J'aime beaucoup citer M. Bindji qui dit les Africains quand on les fouette. Vous savez, en Libye, ceux qui ont vendu les Libyens sont les Africains. Je vous donne l'exemple. Au Conseil de sécurité en 2011, pour frapper, il y avait 3 pays qui étaient membres du Conseil de sécurité et qui ont voté. Il y avait l'Afrique du Sud, il y avait le Nigeria, il y avait le Gabon. C'est les pays africains eux-mêmes qui ont livré Kadhafi à la vindicte. Et le même Afrique du Sud passait un monsieur qui s'appelle Zuma. Après, ce sont les mêmes qui ont commencé à inventer des histoires que solution africaine pour un problème africain. Donc, en ce qui concerne la Libye, pour moi, je pense que ce gouvernement, c'est que le consensus qu'ils ont eu dans la ville marocaine dernièrement, pour moi, vous allez voir, et comme il a dit, il y aura l'intervention des Nations Unies ou des pays concernés, mais ils veulent l'habiller très bien, vendre bien la marchandise et qu'il n'ait pas d'opposition de quelqu'un pays. Mais les Libyens, et comme d'autres pays africains, doivent être conscients de leur pays au lieu de se laisser vendre moins cher ou se manipuler et pleurer à chaque fois. Alors, ceux qui ne devraient pas pleurer ou encore se laisser manipuler sont les Rwandais. En ce moment même, ils sont en train de donner leur accord pour que Paul Kagame soit encore brigue un second mandat. Paul Kagame qui pourrait être au pouvoir jusqu'en 2034, si le veut, Elie Smith. Oui, je veux dire, il y a 2 choses pour Paul Kagame. Une fois, la première, c'est qu'il est le vainqueur, c'est lui qui a arrêté le génocide, c'est lui aussi qui a transformé le Rwanda. Arrivé à Kigali aujourd'hui, ce n'est pas comme la poubelle de Douala ou de Brazzaville, c'est propre, bien organisé. Mais de l'autre côté, Paul Kagame a transformé le Rwanda en une gigantesque prison.
il n'y a pas de liberté d'expression là-bas, les gens sont en prison. Moi, je trouve que Paul Kagame doit partir. Il n'y a pas de problème de manipulation là-bas, parce que si tu votes contre Paul Kagame, tu votes pour aller en prison. Donc voilà un peu ce qui se passe. Et le malheur est que Paul Kagame est soutenu par les États-Unis, par la Grande-Bretagne, par la communauté dite internationale qui met la pression sur les autres. Et puis Paul Kagame, on peut tout dire, oui, il faut qu'il parte, mais Paul Kagame est aux années-lumière de Pierre Nkurunziza. Et les suites, Patrick Chiandova, les Rwandais qui doivent dire oui pour que Paul Kagame puisse briguer un autre mandat et si possible aller jusqu'en 2034. Oui, la formalité sera bien établie et respectée au Rwanda aujourd'hui. C'était déjà entériné, on va le dire un peu comme ça, par le Parlement. L'appel des Rwandais aujourd'hui, si on s'en tient au fait que les parlementaires soient les représentants de ce peuple-là, donc forcément la corrélation voudrait que ce soit finalement des formalités remplies aujourd'hui pour entériner ce projet de modification de constitution du côté du pays de Paul Kagame. Bon, après, moi je voudrais bien qu'on s'accorde, hein. Il n'y a pas de signification pour un terme comme voler. Il n'y a pas de signification à modifier la constitution. Il n'y a pas de signification à l'intention de se maintenir au pouvoir. J'aime souvent dire que la justice n'a que de valeur si elle s'applique à tout le monde. Pourquoi voudrait-on que Nkurunziza soit à des années-lumière de Kagame, qui est son voisin? Je vais dire avec Eli que on a peut-être des exactions et autres qui se déroulent aujourd'hui en mondiaux, les atrocités qui se déroulent en mondiovision au Burundi, mais il faut revoir le film de l'histoire pour le Rwanda pour savoir qu'on n'est pas si éloigné de ça. Et la gigantesque prison à laquelle Eli fait bien une allusion est une prison qui malheureusement est peut-être connue même dans ses tréfonds par nos amis occidentaux. Et pourtant, de ce côté-là, c'est bouche cousue. On ne dit rien. C'est vrai que quelques velléités de procès, ça et là, sont intentées à quelques proches de Kagame ou bien à lui-même, dans la continuité ou bien dans le passé. Mais c'est bien dommage parce que autant on peut se réjouir de la situation et de l'embellie économique du Rwanda, autant on peut avoir un regard aussi, tout au moins si on s'en tient à ces déclarations qui viennent de l'Occident, toujours pour condamner ce qui se fait dans le sens de ce que Kagame est en train de faire maintenant. On se dit, mais pourquoi ça passe ici et ailleurs, ça a du mal à passer. Et si nous avons une gigantesque prison, c'est comme si on dirait que peut-être que c'est avec la gigantesque prison en Afrique que les choses peuvent aller. Ce n'est qu'un constat. En tout cas, ce n'est qu'un constat, messieurs. Ils sont 6 millions à prendre, aller à 6 millions à aller dans les urnes. Donc, ce matin, dans les 2300 bureaux de vote pour dire oui pour ce référendum constitutionnel, oui, c'est sans véritable enjeu. Alors, on va quand même préciser qu'il y a des similitudes pour certains hommes d'État qui veulent se maintenir, qui ont des politiques parfois qui surprennent. Lorsque vous regardez Paul Kagame, il n'est pas différent de Bachar al-Assad. Lorsque vous voyez les 16 hommes tout filiformes dans le monde, monter tous les hommes tenaces, Elis, mais je vous vois sourire. Oui, ça ressemble un peu, mais aussi c'est les gens qui ont une histoire. Vous voyez, ceux qui restent souvent au pouvoir ont une histoire. Mais à la fin, vous voyez un peu ce que Bachar al-Assad a fait en Syrie. Parce qu'on peut tout dire, Bachar al-Assad, c'est un criminel. C'est un homme qui est venu, qui a succédé à son papa Hafez al-Assad, qui est un génocidaire, qui a quand même épuré toute une partie de la Syrie quand il a fait son coup d'État dans les années 70. Donc ces gens-là, ils sont résistants. Ils sont résistants parce que la plupart du temps, pas parce que le peuple veut, parce qu'ils ont le soutien souvent de l'extérieur. Le cas de Kagame. Et vous allez voir que tous les dictateurs disent toujours, faire croire aux gens qu'après eux, c'est le déluge. Vous avez, et ils font tout que ça doit être le déluge. Regardez par exemple le cas de Moubarak. Moubarak, pendant ses 33 ans au pouvoir, a détruit l'opposition classique en Égypte. Par exemple, il a mis un monsieur Ayman Nour en disant qu'il avait une fausse acte de naissance. Tout le monde sait qu'il a fait ça parce qu'il voulait que ce soit ses enfants qui le succèdent. Vous revenez par exemple ici proche en Afrique centrale,
Regardez notre corrompu dictateur violent Mobutu Sese Seko. Il a détruit la République démocratique du Congo. Il est parti. Voilà ce qui est resté. Donc, je crois que le cas de Paul Kagame, il a souvent, même moi quand je parle avec lui, je parle avec beaucoup d'égards, vu ce qui s'est passé. Mais je crois que pour son dignité, il fallait qu'il parte. Parce qu'il a déjà très bien fait pour le Rwanda, transformer un pays pauvre en l'un des pays moins corrompus d'Afrique, fonctionnel, propre, les institutions qui marchent. Il devait laisser il devait partir et non c'est aujourd'hui se découvrir en un panafricaniste, un nationaliste rwandais, tout en sachant que nous savions tous comment il est venu au pouvoir. Sans l'aide des Américains, de son frère Yoweri Museveni, il ne va pas être là-bas. Vous allez aussi me répondre que même Juvenal Habyarimana avait le soutien de la France. Bon, écoute, donc pour moi, je trouve qu'il a fait ses mandats qu'il parte. Il y a les Charles Morigandé là-bas. Il y a beaucoup d'autres personnes au Rwanda qui peuvent le succéder. Voilà. Terminons avec la Côte d'Ivoire, avec ce procès des assassins du général Robert Gueye, renvoyé pour le 21 janvier. Certains ont estimé que c'était un procès pour distraire l'opinion, pour éviter que le problème Guillaume Soro ne suscite assez de commentaires au niveau de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quel commentaire, Elie Smith, vous avez à faire au sujet, n'est-ce pas, de ce procès de Gérard Robert Gueye. Oui, je pense que ceux qui disent que c'est une distraction ne sont pas aussi loin de la réalité, parce que tout le monde sait qui sont les gens qui ont tué le général Gueye. C'est les gens de Laurent Gbagbo, tout le monde le sait. Donc je pense que comme il y a quelque chose qui est revenu, donc il faut distraire les gens et les rappeler un peu, réanimer, pour les rappeler que c'est Laurent Gbagbo que vous voulez parler, c'est lui qui a tué Robert Gueye. Tout le monde le sait, je connais monsieur que je l'ai interviewé, j'oublie son nom pendant que je parle. Il m'a dit, j'ai encore à Paris, comment ils étaient partis pour tuer Laurent Gbagbo, tuer le général Robert Gueye. Ils ont même failli tuer un monsieur qui s'appelle Jean-Philippe Kabouré. Il est vivant. Il est en Côte d'Ivoire, sa maman s'appelle Henri Diabaté. Il m'a dit, le monsieur s'appelle monsieur Tapi, c'est quoi, il est mort aujourd'hui. C'était les gens de l'escadron de la mort de Laurent Gbagbo. C'est une leçon aux Camerounais qui sont les fans de Laurent Gbagbo pour savoir qu'il n'était pas si angélique et si panafricaniste comme il se présente. Voilà. Alors, Patrick Christian, d'abord, le général Gueye tué en 2002, son procès qui a fait surface en 2015, renvoyé aussitôt que l'audience est ouverte. Est-ce une façon de distraire l'opinion et de faire oublier un peu Guillaume Soro et ses frasques? Oui, d'emblée, on peut le dire comme ça. Et c'est d'ailleurs de bonne guerre. Sur le plan politique, il faut savoir abreuver le peuple d'un certain nombre, en tout cas pour les leaders politiques, d'un certain bord. Ce sont des stratégies. Quand on a des armes et des cartouches comme ça en main, on les utilise en fonction de la posture ou de la position dans laquelle on se situe. On a l'impression que c'est une boîte de Pandore qu'on a longtemps laissée fermée et qui s'ouvre ici. L'intérêt politique réside peut-être dans cette affaire qui pourrit un peu l'atmosphère, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire avec l'inculpation, avec l'implication supposée, autant pour moi, du président de l'Assemblée nationale dans les frasques du côté du Burkina Faso. Oui, mais pourquoi avoir attendu plus d'une décennie? Quelle est la nécessité d'ouvrir cette boîte de Pandore maintenant? Quelle est l'opportunité de tirer sur cette douleur déjà difficile à supporter par les proches du général Gueye, qui, on le sait, était quand même une des figures de proue de l'armée ivoirienne, que ce soit sur le président Houphouët-Boigny, que sur Henri Konan Bédié. Et lorsqu'on revit les événements de cet assassinat ou bien de cette crise qui avait finalement conduit à la crise politique de longue durée en Côte d'Ivoire, on se dit, tel que le général Gueye a été assassiné, qui a forcément eu des commanditaires. Maintenant, la question est de savoir qui sont ceux qui ont commandité le crime. Est-ce que le puzzle va être reconstitué ou bien il est déjà reconstitué et puis on va nous donner la forme par laquelle on va présenter ce puzzle? Il y a toujours une intention derrière un acte politique qui est posé. Vous voyez, les interpellations sont des proches de Laurent Gbagbo. Et quand on sait que cela avait suivi finalement l'assise de Laurent Gbagbo sur le pouvoir, est-ce qu'aujourd'hui le régime Ouattara n'ait pas envie de toucher
finalement les partisans de l'ancien parti unique auquel Gueye était avant sa petite pige sur une cartouche personnelle. Est-ce qu'on ne veut pas toucher la fibre de ceux qui se revendiquent oufouettistes aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qui ont parmi finalement les piliers de cette période oufouettiste quand même le général Gueye? Il est quand même un des mentors de cette armée. Alors on ne peut pas parler de cette période glorieuse de la Côte d'Ivoire sous Houphouët-Boigny sans évoquer des personnages comme Ouattara. Ça va susciter certainement encore de l'animosité vis-à-vis du camp Ouattara, du camp Gbagbo, autant pour moi. Donc il me semble qu'il y a un intérêt, maintenant que le président Ouattara est réélu, il veut davantage peut-être actionner beaucoup plus le levier de la réconciliation dans cette période-ci, qu'il n'a pas su faire avant la précédente échéance. Et en activant ce levier, il faut monter les enchères pour que les uns et les autres se disent finalement que nous avons tous beaucoup de choses à nous pardonner. Merci, monsieur, d'être venu ce matin. C'est ici que nous mettons un terme à cette matinale de l'information. Nous vous donnons rendez-vous ce soir pour la soirée de l'information. D'ici là, portez-vous bien. Le programme se poursuit. Oui.